Bonjour et excellent réveil à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans Bonjour d'Algérie. Ravi de vous retrouver ce matin. Et bien sûr, la chaleur continue quand même d'être présente à travers le pays tout entier et notamment Alger où nous nous trouvons car vraiment notre émission est diffusée à partir d'Alger. Et justement, le soleil est toujours présent au rendez-vous et nombre d'entre nous s'interrogent sur l'origine de cette chaleur qui perdure. Et oui, les changements climatiques, il en sera question dans cette émission grâce à la présence parmi nous d'une représentante du ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables chargée des changements climatiques. Elle nous donnera peut-être les clés de certains changements, mais aussi tous les dispositifs mis en place depuis 2005 par l'État algérien en vue d'éradiquer les causes et aussi d'adhérer à tout un mouvement et dispositif planétaire en vue justement d'éradiquer les causes ou les causes à l'origine justement de ces changements et surtout les gaz à effet de serre notamment. Donc voilà qui est dit par rapport à cette thématique et bien sûr juste après nous continuerons de parler du mois d'octobre qui est placé sous le signe de la couleur, plutôt sous la couleur rose à l'occasion de la lutte contre le cancer du sein et la sensibilisation au dépistage précoce de toutes les dames, donc celles qui nous regardent auront l'occasion d'avoir l'histoire et le récit d'une dame très courageuse. On a vraiment l'honneur de la recevoir aujourd'hui, Abash Shahrazad, qui vit en France, mais qui mène tout un combat entre la France et l'Algérie pour aider les cancéreux à bien vivre ce moment difficile ou cette lutte acharnée contre la maladie dans le cadre d'une association qu'elle a elle-même créée, Association Cancéreuse Chanceuse 77. Le nom est révélateur, on verra tout à l'heure avec elle. Et puis bien sûr, depuis une semaine, les bancs ont été rouverts pour les lauréats ou les candidats de la formation professionnelle, donc tous les aspirants aux connaissances, notamment dans les différents métiers, ont pu rejoindre les différents centres de formation professionnelle, j'y arrive. Et aujourd'hui, justement, nous en parlons avec de plus amples détails, notamment qu'il y a vraiment des nouveautés à annoncer. Et ça se fera avec M. Koudil Sedir, directeur de la communication au ministère de la formation professionnelle. Ce matin, nous aurons aussi le plaisir de revenir sur le parcours incroyable, long et extrêmement riche d'une doyenne de la peinture algérienne. Il s'agit de Souheila Belbahar qui expose actuellement à la galerie Dar el-Kenz. Aujourd'hui, donc, évocation de ce parcours exceptionnel et de la, de tout le don, de toute la générosité de cet artiste peintre et grâce à la présence parmi nous d'une autre pointure de l'art algérien, Zohra Sellel, qui a tenu à témoigner aujourd'hui dans Bonjour d'Algérie par rapport à une grande amie, mais aussi une contemporaine à elle. Donc merci encore une fois d'être avec nous ce matin. J'espère que vous apprécierez ce moment qu'on passera ensemble jusqu'à 9h30. Bien sûr, vous êtes habitués au point météo tout au démarrage de cette émission. C'est très important. Et voilà, on va tout de suite vous en livrer les détails avec Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Mina. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va? En forme ce matin? Pas trop, mais ça va. Ouais, je disais que c'était important, effectivement, pour moi. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres, mais moi, je ne sors pas sans avoir vu un petit peu la température du ciel, le soleil. Voilà, c'est un réflexe que j'ai acquis de la pratique professionnelle, dans la mesure où on filme en extérieur des fois. C'est vrai. On a besoin de savoir quel temps il fait. Non, il faut le savoir pour savoir comment s'habiller, pour savoir si on peut se déplacer dans certains endroits. Tout à fait. Donc c'est important. S'il faut mettre un parapluie ou pas. Enfin, en automne, on a coutume de mettre quand même un parapluie dans son sac. Mais dans sa voiture. Mais je vous avouerai que non, en ce moment, avec cette chaleur qui sévit. Non. Au moins jusqu'à la fin du mois, non. Oubliez les parapluies jusqu'à la fin du mois. On va certainement pas aller jusqu'à la fin du mois aujourd'hui, mais on va découvrir le temps qu'il fait aujourd'hui, n'est-ce pas, à travers le pays. Tout à fait, exactement. Allons-y. Merci beaucoup. Bonjour à tous, excellent réveil. Eh bien aujourd'hui, ça sera un petit peu comme hier et comme avant-hier. Un ciel dégagé tout au long de la journée sur l'ensemble des régions nord
plutôt voilé vers les régions intérieures. Le soleil restera dominant du Nord-Sahara vers l'extrême sud en passant par le sud-ouest, le Sahara central ou encore le Hogar, le Tassili, avec de fréquents soulèvements de sable, notamment vers l'extrême sud. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles restent toujours en hausse sur la moitié nord. Le mercure atteindra les 36 degrés du côté de Chlef-Rilizane ou encore Tlemcen, 35 degrés à Alger. On notera 35 du côté d'Oran, 34 degrés à Annaba, on notera 28 Béchar, 29 degrés à Ghardaïa, 30 Hassim Saoud, 35 degrés à Adrar, 34 In Salah. Et enfin, 36 degrés du côté de Tindouf ainsi que sur l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer plutôt calme à l'ouest et à l'est, peu agitée sur le centre avec des vents entre 10 et 20 km/h à l'ouest et à l'est et entre 20 jusqu'à 40 km/h sur les côtes centres. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue également à Madame Fazia Dahleb, directrice des changements climatiques au ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Ravie de vous retrouver ce matin. Je vous remercie. Merci beaucoup pour l'invitation. Madame Dahleb, nous sommes au mois d'octobre et en ce mois d'octobre, bon voilà, Mina vient de le dire, on assiste justement quand même à des températures vraiment qui ne sont pas saisonnières, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on est quand même entré de plein pied au mois de septembre à l'automne et puis voilà, l'automne peine à s'installer. Oui, voilà, je tiens à vous dire que les rapports internationaux qui ont été donc élaborés par des experts qui sont spécialisés dans les questions climatiques et qui sont rattachés en fait au secrétariat de la Convention cadre de l'accord de Paris, la Convention cadre sur les changements climatiques et sont formels. Donc vous savez qu'il y a 24 régions dans le monde qui sont très vulnérables au changement climatique. La région de la Méditerranée fait partie de ces 24 régions. Ces 24 régions qu'on appelle régions hotspots, c'est-à-dire c'est des points chauds pour les impacts négatifs. C'est des régions qui ont subi les impacts négatifs des changements climatiques. Donc les relations entre changement climatique et tout ce qui se passe aujourd'hui, l'élévation des températures. Vous savez que l'accord de Paris vise à maintenir la température du globe à 2 degrés à l'horizon 2100. Et pour ça, donc, les pays ont été appelés, avant de ratifier l'accord de Paris, à manifester des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'Algérie, à l'époque, donc en 2015, a travaillé sur l'instrument de ratification de cet accord mondial, donc international, où elle s'est engagée donc, à réduire ses émissions de 7% à l'horizon 2030 sur son fonds propre. Et l'Algérie également s'est engagée également à augmenter cette ambition de 7% à 22% dans le cas où elle bénéficierait de toute l'expertise donc, technique dans le domaine et du financement international. Pourquoi? Parce que l'accord de Paris est basé sur un grand principe qui est celui de la responsabilité commune mais différenciée des pays. Vous savez que les pays en développement n'ont aucune responsabilité historique des émissions. Ils sont moins industrialisés que d'autres pays qui Parce sont que comment ça se passe, c'est que ces pays ont construit leur civilisation au détriment des pays comme les nôtres. Donc là, voilà, ces pays, les pays développés se sont engagés à porter toute l'assistance technique, le transfert de technologie aux pays qui ont subi les impacts des changements climatiques comme l'Algérie. Oui, Mina. Une petite question. On voit que certains pays font énormément d'efforts. Oui. On est d'accord. Mais comment ça se fait que les changements climatiques continuent et augmentent même? Là, on a vu des estimations. Il va y avoir une augmentation de 3,8 degrés, presque pratiquement 4 degrés. Oui. D'ici 2100, c'est juste
énorme, c'est beaucoup. Mais comment ça se fait que voilà, ces estimations restent très pessimistes alors que beaucoup de pays, comme vous le dites, font beaucoup d'efforts? Alors il y a une chose très importante à comprendre, c'est qu'une fois ces émissions dans l'atmosphère, c'est irréversible. C'est-à-dire que vous voyez les impacts un siècle après. Vous voyez? Donc, le développement industriel à l'époque a fait qu'il y a eu des émissions des pays développés qui sont là dans l'atmosphère et qui vont produire aujourd'hui ces impacts. Donc, toute la négociation sur le climat se base sur ça. Aujourd'hui, les pays en développement sont en train de réclamer justement ces financements pour justement lutter contre les impacts des changements climatiques. Vous savez, le lien aujourd'hui a été établi entre les risques climatiques majeurs comme les inondations, les feux de forêt, la désertification. Ça coûte énormément au trésor public. Vous savez combien dépense l'Algérie pour lutter contre les feux de forêt chaque été? Parce que vous savez, il y a quelques jours de ça. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a des forêts à certains degrés de température s'allument. Donc, vous voyez, en tout cas, le lien a été fait par les experts qui travaillent sur l'évolution du climat. Cette année, on a eu des pics qui ont dépassé les 40 degrés. Au sud, non, beaucoup plus. Beaucoup plus. Ça a dépassé les 40 degrés. Ça a dépassé largement les 40 degrés. Les villes du sud, il y a eu des pics de 69 degrés. Donc attention aujourd'hui. Et vous avez aussi, il ne faut pas oublier, les maladies dues au climat qu'on ne sait même pas encore diagnostiquer aujourd'hui. Donc, si ça continue, vous savez, on risquerait d'avoir ce qu'on appelle tous les pays subsahariens ici en Algérie avec la migration climatique. Pourquoi? Parce qu'ils vont être impactés et avec le temps, plus rien ne va pousser chez eux. Et donc, voilà, il y a même des questions. Il y aura un mouvement migratoire plus important vers l'Algérie. Et vers la on le voit déjà, on commence déjà à le voir. Tout à fait. Et donc, et là, ça évoque des questions liées à la sécurité. Donc, d'ailleurs, dans le comité climat, vous savez qu'officiellement, le dossier climat, le ministère de l'Environnement travaille sur ces questions depuis le début des années 90. Et là, justement, à ce propos, il y a eu, avant même de ratifier donc, la Convention de 2015, il y a eu création de l'Agence nationale du changement climatique en 2005. Donc, on est vraiment en avance. Aujourd'hui, nous sommes en train justement de travailler sur la mission de cette agence. Parce que vous savez, dans le cadre de l'accord de Paris, l'Algérie a des engagements. Et là, comme cette agence, la création de cette agence a été créée, est antérieure à l'accord de Paris, donc nous sommes en train de travailler sur son statut pour lui donner beaucoup plus d'importance pour prendre en charge un tel dossier d'importance internationale. Vous savez aussi, depuis juste après la ratification de l'accord de Paris, on a changé l'organisation du ministère de l'Environnement, où le ministère a été doté d'une direction dédiée spécialement au changement climatique. Et vous en êtes justement voilà. Et là, la ministre de l'Environnement a dans ses attributions officielles la gestion du dossier climat, pas seule, mais avec tous 22 départements ministériels. Aucun ministère. C'est une coordination interministérielle très importante. Parce que le climat, ça touche l'agriculture, l'eau, les questions de sécurité. Donc nous avons avec nous les collègues du ministère de l'Intérieur par rapport, vous savez, parce que au niveau du territoire, les wilayas du Sud n'ont pas été impactés par le changement climatique de la même manière que les wilayas du Nord. Tout à fait. Les wilayas de l'Est, la même chose, n'ont pas été impactés de la même manière que les wilayas de l'Ouest. Donc, juste après la ratification de l'accord de Paris, donc, en octobre 2016, au niveau du ministère, nous avons engagé un débat national avec 22 départements ministériels où nous avons élaboré notre politique climat, donc le plan national climat, où les ministères ont intégré dans leur plan d'organisation, ont planifié
des projets dédiés au climat. Donc dans le plan climat, vous avez au total 155 projets, 76 projets sont dédiés à la réduction des émissions donc de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle l'atténuation de ces émissions. Et vous avez 63 projets qui nous ont été proposés par les secteurs, qui sont dédiés à l'adaptation, donc qui sont dédiés à augmenter la résilience du pays face au changement climatique. Et le citoyen aussi concerné par les changements climatiques. Qu'est-ce que peut faire justement le citoyen pour essayer de réduire les gaz à effet de serre, ou essayer d'aider justement pour lutter contre le changement climatique? Alors, je vais vous parler de quelque chose. Aujourd'hui, on ne peut pas parler par exemple d'économie circulaire sans évoquer les questions du climat. Alors, la question des déchets est très liée à la question des changements climatiques. Vous savez que les déchets algériens ont une composition de matière organique. Dans leur composition, la matière organique prédomine. Donc, avec la fermentation, vous avez dégagement du méthane, qui a une intensité beaucoup plus importante que celle du CO2. Il produit réchauffement climatique, il a un potentiel de réchauffement climatique qui est plus élevé, de 28 fois que le CO2. Donc, est-ce qu'on a acquis les technologies nécessaires à l'éradication? Alors aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'agréer des récupérateurs, parce que, attention, il ne suffit pas de récupérer le déchet, mais il s'agit aussi de le transformer. Ça ne sert à rien que je mette partout des matières valorisables de côté, et puis je ne le transforme pas. Et donc là, ce n'est pas une affaire uniquement du ministère de l'Environnement, vous avez le ministère de l'Intérieur. On nous a tout le temps responsabilisés des déchets qui sont partout, etc. Mais sachez que la collecte des déchets au niveau des territoires et de la responsabilité également du ministère de l'Intérieur. Des collectivités locales. Tout locales. ce qui est centre d'enfouissement, la gestion de ces centres relève du département de nos collègues du ministère de l'Intérieur. Nous avons beaucoup travaillé avec eux pour renforcer leurs capacités, justement pour les transferts technologiques. Est-ce que les incinérateurs seraient une solution éventuellement? Alors, les incinérateurs, le défi pour l'Algérie aujourd'hui est d'arriver à enfouir au niveau des centres d'enfouissement, au niveau de ces centres d'enfouissement, que de la matière organique. Le reste a de la valeur ajoutée, donc il s'agit d'aller faire une industrie de valorisation de ces matériaux. Nous avons estimé, les études sont là, il y a un potentiel de valorisation des déchets qui vont apporter à l'économie nationale. C'est-à-dire que votre direction et le ministère de l'Environnement aujourd'hui sont à consulter pour tout plan de développement du pays, finalement, pour arriver à cet objectif tracé de façon collégiale par les différents États concernés. Oui, alors là, je vais vous expliquer. Vous savez qu'on a élaboré un plan national climat. Nous avons donc intégré dans les programmes des ministères, des 22 ministères, des actions liées donc à la lutte contre les changements climatiques, qu'elles soient des actions de réduction de ces émissions ou des actions liées à l'adaptation. Par exemple, la lutte contre la désertification, la sécurité de l'eau, la sécurité alimentaire, tout ça, c'est des projets qui contribuent donc à augmenter la résilience du pays face au changement climatique. Mais nous ne sommes pas arrêtés là, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le territoire n'est pas impacté de la même manière. Donc il y a le schéma national, c'est un pays continent. Vous savez qu'avec nos collègues du ministère de l'Intérieur, en 2011, quand on était ministère de l'Aménagement du Territoire, on a travaillé sur le schéma national de l'aménagement du territoire. Pourquoi on parle d'aménagement du territoire? Parce qu'il y a un équilibre à apporter au sein de ce territoire-là. Vous savez que vous avez plus de 70% de la population qui vit sur 4% du territoire au niveau du littoral.
Tout à fait. Est-ce que vous imaginez, vous avez presque toute la population algérienne qui vit sur une bande littorale sur 4% du territoire. Il va y avoir une augmentation du niveau de l'eau aussi. Oui. Alors, vous imaginez toute la pression qui est exercée par l'activité industrielle, par la population sur les villes au sein de ce territoire. Donc, le schéma national, justement, de l'aménagement du territoire qui va venir apporter un équilibre au niveau du territoire est en train d'être vu donc par nos collègues du ministère. Nous sommes en train de travailler par nos collègues du ministère chargés de ces questions d'aménagement du territoire. Hein. Donc, c'est justement pour apporter cet équilibre au niveau du territoire. Et là, je pense qu'il y a du travail à faire. Et justement, la dernière réunion gouvernement Wali a été donc consacrée à comment à créer cette attractivité au niveau des autres villes du territoire. Ce n'est pas une mince affaire, mais il y a des commissions qui sont installées et qui travaillent justement sur ces questions-là. Donc, je vous ai dit qu'on avait élaboré un plan national climat. Maintenant, pour se pencher sur les spécificités de chaque région du territoire, nous sommes en train d'élaborer des plans locaux climat. Donc, le plan national climat a été adopté par le Conseil du gouvernement en septembre 2019 et le ministère de l'Intérieur a été instruit d'élaborer des plans locaux climat au niveau de chaque wilaya. Donc, le ministère de l'Environnement, justement, est en train d'accompagner le ministère de l'Intérieur, puisque nous disposons de l'expertise dans ce domaine-là. Donc, nous sommes en train d'accompagner le ministère de l'Intérieur grâce à un financement du Fonds national de l'environnement pour élaborer 3 plans locaux climat dans 3 wilayats. La wilaya de l'Bayt, la wilaya de Msila et la wilaya de Sidi Bel Abbas. Vous allez me dire pourquoi spécialement ces wilayats. Voilà. Donc, vous savez, nous n'avons pas fait ce choix comme ça. Nous avons donc, dans le cadre d'études que nous avons élaborées, une étude relative donc à la vulnérabilité de notre territoire face au changement climatique. Et là, donc, nous avons étudié donc, selon des indicateurs, comment est-ce que le territoire a été... donc, nous avons remarqué, par exemple, qu'au niveau de la région ouest, où nous avons les terres les plus fertiles, une réduction des précipitations de plus de 30%. Au niveau, surtout de la wilaya. C'est à l'ouest qui fait le plus chaud. Hein. Au niveau, donc, ces wilayats-là, il y a une réduction qui dépasserait donc les 30%. Et donc, il y a un impact sur la sécurité alimentaire. Et c'est là qu'on a les terres les plus fertiles de l'Algérie par rapport aux cultures stratégiques, donc le blé tendre et le blé dur. Donc là, nous sommes penchés sur cette région-là pour élaborer justement un plan local climat de la wilaya de Sidi Bel Abbas. Une espèce de BMS non, qui a été lancé dans ce sens. Parce que nous, on est habitués au jargon de notre ami ici présent. Donc là, nous sommes... Une alerte. Et donc, oui. Donc, nous sommes en train d'élaborer le plan local climat de ces wilayats. C'est quoi un plan local climat? C'est un plan qui va contenir tous les projets de la wilaya qui vont contribuer à réduire les émissions et aussi également tous les projets qui vont contribuer à augmenter la résilience de ces wilayas pour lutter contre la sécurité, pour augmenter donc la sécurité alimentaire de la wilaya. L'approvisionnement en eau, parce que c'est l'approvisionnement en eau, la désertification, etc. Donc toutes les questions, les feux de forêt, je vous ai dit que ça coûte énormément au trésor public, ces questions-là. Donc pour terminer, justement, Madame Dahleb, merci pour cet éclairage. Donc, les citoyens devraient attendre de véritables changements et peut-être une restitution de cet équilibre saisonnier à hauteur de 10-20 ans. Écoutez, là, ce que nous sommes en train de faire, c'est de travailler beaucoup avec l'exécutif du Wali. Oui. Vous savez que le plan climat de chaque wilaya est travaillé et réalisé avec l'exécutif du Wali. Et donc,
il y a des actions, des ateliers de formation hein, par rapport à ces questions qui sont très techniques, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise. Donc, nous commençons par une sensibilisation, des ateliers de formation, montrer à ces cadres-là comment intégrer, vous savez, pour intégrer, pour parler des changements climatiques dans un plan de développement d'une wilaya. Il va falloir faire de la formation pour ça, expliquer aux gens, sensibiliser, etc. Il etc. faut être armé, avoir la synthèse qui a été produite justement au sein du ministère, les synthèses, les études et tous les chiffres qui vont aider. Et puis nous avons drainé avec nous les secteurs de la recherche scientifique au niveau de chaque wilaya, nous intéressant aux universités, aux experts qui sont au niveau des universités pour venir justement accompagner l'exécutif du Wali sur l'élaboration d'un tel plan. Merci Amina Abed de nous avoir accompagnés ce matin sur cette séquence. Merci à notre invitée Fazia Dahleb, directrice des changements climatiques au ministère de l'Environnement et des Énergies Renouvelables. Bonne chance pour vos missions et pour justement l'ensemble des collègues qui travaillent sur cette stratégie et ce plan justement de développement climatique. En tout cas, merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci à ceux qui sont là depuis ce matin, 8h, donc jusqu'à 9h30. Bonjour d'Algérie. Et on va vous offrir tout de suite une chanson, une petite transition pour retrouver ensuite
Et puis tout de suite, nous avons le plaisir de retrouver Siham Kednouch. Bonjour Siham. Bonjour chers amis, bonjour à vous tous qui nous suivez ce matin. J'ai envie de dire, on a de la chance de vous avoir Siham. Ben, vous tendez une perche parce qu'aujourd'hui, Absolument, absolument. parce qu'aujourd'hui en fait on a parlé, vous savez, alors chaque lundi on parle de plusieurs symboles, de ces signes qui nous entourent, qu'on essaye de comprendre, les motifs qu'on retrouve dans nos tissus, par exemple dans nos toiles cirées, pourquoi pas depuis nos séances, je pense différemment à chaque fois que j'ai un objet entre les mains. Quelque Il y a chose. peut-être une symbolique à cette couleur. Ah non, il y a peut-être une symbolique à cet objet. Je me Écoutez, pose des questions tout le temps. ce que vous portez aujourd'hui comme Ah oui, là, il y a boucle une d'oreille, petite symbolique, il y a une petite effectivement. symbolique. Donc nous sommes entourés, n'est-ce pas? Nous sommes entourés de ces symboles. Donc Octobre vos boucles rose, là. roses, vos Le boucles petit roses ruban. nous rappellent octobre le rose, donc le mois dédié au cancer du sein et à la lutte contre le cancer du sein. Et vous savez, aujourd'hui, je vous apporte ces symboles qui nous entourent et qui signifient la chance. Alors, qu'est-ce que c'est ces choses qui peuvent signifier la chance? Alors, il faut faire la différence entre protection contre mauvais œil, ça, il y a des symboles et des signes de protection, et les véritables symboles de chance, c'est-à-dire les porte-bonheur. Qu'est-ce que c'est que ces choses qui peut-être, si on tombe sur eux comme ça par apportent de la hasard, chance. ça peut nous apporter de la chance. Alors, mis à part les chiffres, par exemple, ah oui, moi mon chiffre porte-bonheur c'est le 7. Il y a beaucoup qui aiment bien le 7 parce que le 7, bien sûr, c'est un nombre très très spécial, qui est très lourd, très profond, par symbolique, etc. Il y a ceux qui préfèrent le 13, il y a ceux qui n'aiment pas trop le 13, mais Oui. bon, le 13, dans le côté universel, la symbolique universelle, c'est tout autre chose, d'accord? Mais bon, كاين وكاين كل واحد كيف يحسب. Maintenant, Les gens ont peur du vendredi 13 en général. Ils disent Oui, que bon, bah, c'est les, une culture. les superstitieux, et Voilà. dans certaines cultures du Voilà, monde. c'est une culture. Maintenant, nous avons des signes qui ont démarré d'une certaine époque, de certaines croyances et qui se sont bien sûr propagés et sont devenus plutôt des signes que tout le monde, c'est des signes communs et c'est des signes que tout le monde pense et voit comme étant des signes de porte-bonheur. Alors nous avons par exemple la coccinelle. Oui, Alors la oui, petite oui. coccinelle, La petite coccinelle. qu'on voit rarement de nos jours, n'est-ce pas? Hein, malheureusement, on la voit pas tout le temps. Vous savez, elle est jolie, elle est rouge avec des petits. Parce qu'on sort de moins en moins vers les prés, c'est pour ça. Même dans nos prés, il y a cette pollution qui prend de l'ampleur. Il y a la pollution qui prend de l'ampleur et c'est vrai que la coccinelle, on la voit moins. Alors il y a une histoire concernant la coccinelle. Pourquoi elle porte chance et pourquoi elle porte bonheur? On raconte qu'à l'époque où il y avait toujours les adeptes et les apôtres de Isa alayhi salam, Oui, tout à donc ce qu'on fait. appelle les hawariyin. Il y avait un d'entre eux qui est parti jusqu'à Rome. Et comme les Romains ont toujours persécuté les chrétiens et ils ont toujours condamné à mort les chrétiens, il y a eu un des apôtres qui était condamné à mort par un roi, donc romain. Et voilà qu'il a été condamné à mort, il a accepté son sort. Il s'est pas défendu, il a dit bon bah si je mourrai en martyr, eh ben tant mieux si je vais mourir en martyr. Alors lors de l'exécution, dès que le bourreau allait lui trancher la tête, il y avait cette petite coccinelle qui s'est arrêtée justement sur son cou. Alors il l'a ressenti, elle a dit arrêtez. Alors le roi était content. Voilà, il a peur de mourir. Même un apôtre de Jésus a peur de mourir. Alors le bourreau, bon, il s'est un petit peu retiré et l'apôtre retire la petite coccinelle. Alors il dit moi, si je dois mourir, cette petite créature, pourquoi donc Pourquoi mourra la avec pauvre? moi? Alors, le roi était perplexe et voyait que cet homme, finalement, était gentil et bon, parce qu'en fait, oui, lui, il devait mourir, mais pourquoi la petite bête, la petite coccinelle devait mourir avec lui? Alors, on se dit, il y a une bonté
dans ce cœur ou dans le cœur de cet homme que je vais le gracier et je vais le laisser sain et sauf. Et donc on la dit petite que coccinelle lui a sauvé la vie. Elle lui a porté chance. Et elle a porté chance, donc elle lui a sauvé la vie. Et depuis, la petite coccinelle est symbole de chance. Alors nous avons le phare à cheval. Le phare à cheval, plusieurs dans nos anciennes maisons le trouvent qui surplombe la porte d'entrée comme ça. Bon, pour certaines familles, c'est un symbole d'éloignement du mauvais œil, mais en fait, c'est un symbole de chance. On dit que c'était un cheval à Jérusalem. Donc à l'époque, toujours, c'est très chrétien comme symbole, à l'époque donc de Isa alayhi salam, et que c'était un cheval qui avait perdu un de ses sabots, et que c'était justement aussi un de ses apôtres, donc un des Hawariyin de Isa, qui a trouvé ce sabot sur le chemin de Isa. Il l'a enlevé pour laisser le passage à Isa, pour qu'il ne trébuche pas justement sur ce fer de cheval. Et justement, c'est devenu aussi un porte-bonheur et un objet qui porte vraiment chance. Vous voyez que c'est très chrétien. Ces deux objets sont très chrétiens. D'accord. Voilà. Donc nous avons un signe universel méditerranéen surtout. C'est la fleur ou le trèfle à 4 feuilles. Oui. Vous savez que le trèfle généralement il n'a que 3 feuilles, mais parfois, si on tombe trouve, par hasard voilà, sur on trouve un trèfle à 4 pétales ou à 4 feuilles, et ben ce symbole, c'est un véritable porte-chance, donc porte-bonheur, et ça s'est franchement propagé, etc. Alors il y a un dessin, il y a un nœud. Alors c'est un pour ça nœud qu'on fabriqué aussi. l'utilise comme pendentif. Oui, on le trouve. Comme élément de certains bijoux. Tout à fait, on le trouve un petit peu façonné un petit peu partout, dans les maisons, dans les bijoux, dans les accessoires, etc. Alors il y a un nœud, c'est très abstrait comme dessin, c'est un nœud un petit peu en carré, vous voyez, voilà, très enchevêtré, effectivement. Voilà, donc c'est quelque chose qui vraiment, on retrouve. Vous savez, j'ai vu ce signe dans les sous-tasses. Il y avait des sous-tasses, des sous-verres qui étaient en cette forme-là. Et ceci est celtique, donc c'est nord-européen, et c'est un nœud de bonheur, c'est un nœud de chance. Alors je ne sais pas comment ils débrouillaient. C'était de grands navigateurs, les Celtiques. N'est-ce pas, aussi. Voilà, donc c'était un nœud aussi de chance, ça nous rappelle le nez d'amour algérien, nous avons déjà parlé, c'était toujours quelque chose de noué, et on le nouait d'une certaine manière, et apparemment ça apporte chance, ça apporte vraiment chance à ces marins ou à ces gens-là qui habitaient, bon maintenant on ne parle plus du nord-européen ou du nord-africain, maintenant c'est propagé. Et ça s'est généralisé, c'est devenu dans un symbole universel de la chance. Exactement, c'est devenu un symbole. Alors chez nous, il y a 2 grands symboles que je retrouve un petit peu partout en Algérie. Alors nous avons le papillon de nuit. Alors le papillon de nuit, chez certaines familles, on l'appelait boubchir. Oui, n'est-ce tout à pas? fait. Donc c'était un fortoto, si vous voulez, en berbère, mais on l'appelait boubchir aussi. Pourquoi? Parce que si on le trouve, surtout s'il est blanc à l'intérieur, s'il est présent la nuit dans votre chambre, c'est que ça vous apportera chance. Et puis ou alors ça augure d'une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, donc c'est toujours de la chance. Voilà, ça vous ouvrira quelques portes. On dit bchar tkhir, donc tout à fait, donc on l'appelle boubchir. Et nous avons aussi ce grand symbole qu'on retrouve dans nos bijoux, dans nos pendentifs, dans nos colliers, c'est la fameuse clé, n'est-ce pas? Alors, miftah, c'est iftah. C'est vraiment une clé qui va ouvrir la chance, qui va vous apporter beaucoup de chance. Et beaucoup y croient, beaucoup y croient. Beaucoup de gens, par exemple, portent des pendentifs. Une mode oui, il y a des avec, un peu partout, effectivement. avec une chaîne, un pendentif, une clé en or. Et c'est un porte-chance, la clé en elle-même. C'est très symbolique, c'est très significatif. Donc ici, chez nous, c'est plus donc farto ou boubchir, papillon de nuit, et aussi la clé. Bon, on parle aussi de certains... ça rentre dans les superstitions. Autre chose, ça devient très superstitieux. Donc moi, je reste quand même avec les symboles. Voilà, c'était pour aujourd'hui les symboles de la chance. Bon, vous risquez de les croiser, hein, surtout le nœud celtique, là. Ça se trouve dans les draps, dans les sous-tasses, dans les papiers peints. On le retrouve un petit peu partout. Voilà. Merci beaucoup, Siam Kanous. C'est un plaisir. Bonne
chance. Merci. Bonne chance à tous ceux qui nous suivent ce matin. Restez avec nous. Dans un moment, nous parlerons de la formation professionnelle, lancement justement de cette année nouvelle pour la formation professionnelle. Donc la rentrée s'est faite à Souk Ahras il y a une semaine, donc présidée par la ministre de l'Éducation et de la formation, plutôt de la ministre de la formation professionnelle. Et puis nous retrouvons également l'artiste peintre Zohra Hachid Sellel pour un témoignage dans cette émission autour du parcours incroyable de notre doyenne de la peinture algérienne, Madame Souhila Belbahar. Donc c'est tout à l'heure après ceci. Et dans les studios de Canal Algérie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Koudil Soddir, qui est directeur chargé de l'organisation et du suivi de la formation professionnelle au sein du ministère chargé justement du secteur. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour à ceux qui nous écoutent et qui nous voient. Voilà. Si vous êtes parmi nous, c'est parce que c'est le moment de lancer toutes ces formations en faveur de cette jeunesse qui a peut-être échoué quelque part, qui a peut-être aussi, qui n'a pas réussi à accéder à un cycle universitaire. Parfois des universitaires qui font aussi un changement de cap dans leur carrière, n'est-ce pas? Effectivement, merci d'ailleurs de nous avoir invités au sein de cette émission. Bon, effectivement, il n'y a pas que la jeunesse qui vient au secteur. Hein. Tout à Donc, fait. voilà, il n'y a pas de limite d'âge, je pense. Oui. Mis à part pour un mode de formation qui est régi par une loi de 15 à 35 ans, mais sinon, comme on dit, pratiquement de 7 15, à 70, voilà, j'allais dire de 7 ans, 77. mais pratiquement de 15 jusqu'à 77 ans. Donc, toute personne qui désire suivre une formation, apprendre un petit métier. Un petit métier. Voilà, en quelque sorte, on a plein de dispositifs qui permettent à toute personne, effectivement, qui veut suivre une formation professionnelle, apprendre un métier, devenir au niveau des établissements de formation et pas nécessairement les personnes qui ont échoué. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui viennent aux établissements de formation professionnelle plus par choix que par échec. Voilà. En tout cas, il y a des nouveautés cette année pour la rentrée dans le domaine de la formation professionnelle. Une rentrée qui a été officiellement justement présidée par votre ministre de la formation professionnelle, qui s'était déplacé à Souk Ahras. Pourquoi Souk Ahras cette année? Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire, oui. Voilà, pourquoi pas, mais justement, des fois un ministre d'État est là justement pour mettre en place une politique. La fois passée, il était à Timimoun, la fois d'avant, il était à Béjaïa, aujourd'hui à Souk Ahras pour un petit peu diversifier un petit peu, sans oublier, ça c'est très important, que énormément de visites de travail d'inspection sont faites par Monsieur le ministre au sein des différentes wilayas qu'il visite. Et comme il faut choisir une wilaya pour chaque entrée, donc le choix s'est fait
autour de la wilaya de Soukharas et la wilaya de Tarf. Donc en fait, il y a eu 2 wilayas qui étaient concernées. Voilà, elles sont limitrophes tout à fait, qui étaient concernées par cette nouvelle entrée qui s'est faite le 17 octobre, lundi 17 octobre 2022. Une rentrée donc qui est accompagnée d'annonces très intéressantes relatives notamment au secteur justement, ou plutôt aux bénéficiaires de l'allocation chômage. Effectivement. Il va sans dire que voilà, dans la politique mise en place par le président de la République, on veut un petit peu de permettre à toute la population plus ou moins de vivre d'une manière assez décente. Il a mis en place avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale un dispositif justement pour aider notre jeunesse, donc de 19 à 40 ans, d'avoir le bénéfice de l'allocation chômage. Et dans les textes qui régissent ce dispositif, notamment le décret exécutif du 11 février 2022, je crois c'est le 2270, justement, il y a un certain nombre de conditions pour bénéficier de cette allocation chômage, notamment, et pour aussi, c'est ce qui est le plus important dans ce dispositif, il faut que les personnes comprennent bien que, voilà, c'est pour permettre une employabilité. Donc, voilà. Être chômeur, par définition, c'est une personne qui n'est pas chez elle, donc c'est une personne qui est là à la recherche d'un emploi. Et c'est pour ça, justement, le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel est là, justement, pour accompagner ces gens, donc de 19 à 40 ans, justement, de leur permettre un élargissement de compétences, une meilleure employabilité, pour leur offrir une formation de courte durée. Dans ce sens, il y a eu un travail très étroit, très dynamique aussi, j'ai envie de dire, entre les deux secteurs, donc le ministère du Travail et le ministère de la Formation professionnelle. On a travaillé d'une manière très sérieuse, très assidue aussi. On a travaillé sur une circulaire, donc il y a même des arrêtés interministériels qui ont été faits entre les deux secteurs, notamment celui du 24 mars 2022, qui organise un petit peu la formation au profit de ces personnes. Plus que ça, on a aussi travaillé sur... C'est-à-dire que si je suis au chômage et que je peine à trouver un travail, il y a une seconde orientation en quelque sorte? C'est-à-dire qu'on essaie de prospecter quelque part d'autres aptitudes, offrir une formation complémentaire pour justement, selon les besoins du marché de la région? Justement, les textes parlent de métiers déficitaires. Donc il y a les agences de placement qui sont l'ANEM, donc l'Agence nationale d'emploi et métiers. Donc ils sont là justement pour déjà gérer ce dispositif en termes de réceptacle, en termes de tous les dossiers pour une personne qui est à la recherche d'un emploi. Et de par la région où se situe cette personne, ce bénéficiaire de l'allocation chômage, s'il y a des métiers qui sont déficitaires. Mais métiers déficitaires, aujourd'hui, dans une wilaya X, une secrétaire peut être un métier déficitaire dans une région et pas dans une autre. Et comme c'est eux qui, si j'ose dire, régulent un petit peu le marché de l'emploi, donc à travers ça, si j'ai des candidatures, je peux leur proposer des formations justement à l'effet d'occuper, si j'ose dire, ces postes et d'avoir la chance d'accéder à ces postes qui sont proposés et donc qui sont disponibles et à la portée justement de ces demandeurs d'emploi. Donc voilà, donc admettons que cette personne n'adhère pas aux différentes propositions vraiment émises par l'ANEM ou émises aussi par les structures de formation professionnelle. Est-ce qu'on lui retire son allocation Moi, j'ai envie de dire, voilà, maintenant, si on parle, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'une personne à la recherche d'un emploi. Donc, voilà, l'État a mis en place ce dispositif. Aujourd'hui, chaque personne bénéficiaire de l'allocation chômage touche quand même 13 000 dinars par mois. Donc, à la recherche d'un emploi, 13 000 dinars par mois. Plus que ça, il a une couverture sociale, ce qui est très important à mon sens.
Donc il y a deux cas de figure. On peut lui proposer, de par le profil que cette personne a, donc s'il est diplômé du secteur de la formation ou diplômé de l'enseignement supérieur, on peut lui proposer, disons, un poste. Il peut le refuser en disant finalement ce poste ne me plaît pas trop. On peut lui proposer encore un deuxième emploi. Et là, s'il refuse, là, il est, je pense, à l'international, c'est ce qui se fait. Et là, voilà, on lui retire carrément l'allocation chômage. Il y a aussi une catégorie. Il faut qu'il y ait des tentatives et, voilà, il y a preuve de cette volonté justement d'adhérer. Il y a aussi pour les personnes qui n'ont pas de qualification, et c'est le travail qu'on a fait avec nos amis de l'emploi. Donc il y a une formation de courte durée qui leur est proposée, et là pratiquement il n'a pas trop le choix, surtout lorsqu'on travaille sur les métiers déficitaires. Donc lorsqu'on propose voilà, une formation à cette personne, elle ne peut pas dire non. Très Sinon bien. voilà. En tout cas, grâce à vous, aujourd'hui, on a annoncé justement cette nouveauté en matière de formation professionnelle. Mais il y a une autre nouveauté, on terminera là-dessus parce qu'on arrive au terme de cette rencontre. C'est la formation dans le domaine de l'industrie pharmaceutique qui a été lancée depuis le 17 octobre. Et effectivement, donc c'était la lancée, mais ça a précédé préalablement à tout un travail très étroit qui a été fait. D'ailleurs, je salue nos amis qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique, où on a travaillé d'une manière très forte en termes d'identification du métier, et surtout tout le travail d'ingénierie pédagogique, notamment en termes d'élaboration de programmes. Donc on a identifié une spécialité qui est la production pharmaceutique. Donc c'est un besoin qui a été formulé par des entreprises publiques algériennes où la demande est très importante là-dessus. Donc on a élaboré le programme de formation et ils nous ont permis aussi de former nos formateurs pour justement assurer les formations, les contenus et les compétences inhérentes à ce métier. Et d'ailleurs, on pense même élargir à certaines wilayas où le besoin s'est fait sentir par rapport au métier. À l'industrie pharmaceutique pour être absolument. plus précis. Merci infiniment, donc, Monsieur Koudil Seddiq. Je rappelle que vous êtes chargé de l'organisation et du suivi de la formation professionnelle auprès du ministère justement du secteur, donc de la formation professionnelle. Merci infiniment pour cet éclairage et bon vent pour cette rentrée. Bon vent. Bon vent à tous les étudiants qui ont rejoint les bancs des différents centres de formation professionnelle à travers le pays. Merci encore une fois et merci à ceux qui sont avec nous. Deux dames vont suivre dans cette émission. L'une d'elles parlera d'un monument de la peinture algérienne et de l'art algérien. L'autre nous parlera d'une expérience très personnelle liée justement à la lutte anti-cancer. C'est tout de suite après ce reportage qui permet de montrer tout un savoir-faire de customisation des t-shirts notamment, et c'est signé Lemia Boudbouda. Les objets et textiles personnalisés en le vent en poupe et surtout, ils ont la cote auprès des jeunes. Pour en savoir un peu plus, nous nous sommes rendus au dernier FIBDA. En vogue, ces objets et textiles personnalisés garantissent un sur-mesure adapté à tous. L'engouement, je pense que les gens ne trouvent pas dans le commerce ce qu'ils veulent et qu'ils essayent de s'identifier par rapport à ça. Donc, on personnalise, on fait ce qu'on veut avoir dans nos shops, dans nos t-shirts, dans les tableaux, voilà, c'est tout. Je vois que vous portez un t-shirt Wonder Woman. Dites-nous. Parce que je considère qu'il faut être une Wonder Woman pour vivre en Algérie, pour être une bonne maman, pour être une femme qui produit quelque chose pour la société, pour travailler. Et j'admire les femmes fortes de l'Algérie. Elles ont toujours été mon exemple et j'essaierai de continuer tant que je pourrai. Kurt Cobain, c'est le chanteur principal de Nirvana et le guitariste. Je trouve que leurs chansons sont vraiment incroyables en fait. Étant maître de la création grâce à la personnalisation, chacun peut choisir un logo, un motif ou un texte selon ses goûts. Une enseigne connue pour la personnalisation des t-shirts nous propose un choix infini de modèles, mais ceux de l'identité algérienne, en des fans de tout âge.
Généralement, les gens en Algérie n'aiment pas porter ce que porte tout le monde. Genre, ils adorent porter un truc spécifique à eux. Tote bag, porte-clés, bijoux, on peut tout personnaliser et sur différents supports. Cela va jusqu'aux petits souvenirs aimantés qu'on pose sur la porte du réfrigérateur. On reçoit beaucoup de commandes, tout ce qui concerne les photos de famille, les photos d'animaux, les photos selon les thèmes, que ce soit les mangas, que ce soit les dessins animés préférés, ou refléter les anciens souvenirs comme Friends, comme South Park, comme... Enfin voilà, on a différents thèmes. Le manga réunit des fans de toute la planète et l'Algérie n'est pas en reste. Porter un t-shirt à l'effigie de son personnage préféré est très tendance. Ma boutique, personnellement, c'est ça l'idée. C'est des cadeaux personnalisés à offrir selon le choix du client. Et eux, ils aiment ça. Du coup, ils peuvent prendre commande ou prendre ce qu'ils trouvent déjà ici prêt. C'est la culture japonaise. C'est tout ce qui concerne anime, jeux vidéo, culture geek et tout. Les jeunes de nos jours, ils aiment ça. On est spécialisé beaucoup plus dans les posters wanted de One Piece. On est spécialisé, on نجيبوا العفايس تاع ناروتو, les trucs تاع ناروتو, les tasses, نخدموا les tasses. نخدموا لي تاس بيرسوناليزي كل واحد اللي غو تاعو كاين سورتو بور لي في هما اللي يحبوا بزاف لي موك ونخدموا هاد لي بورتوكلي حنا ونلي ديسين ون لي في. La personnalisation permet de porter un vêtement unique qui reflète nos goûts et notre personnalité. Cela aussi permet de faire des cadeaux personnels, marquants et originaux. Et voilà donc ces jeunes qui s'adonnent justement à la customisation de ces t-shirts utilisent un peu leur imaginaire, voyagent et voguent à travers la couleur et les formes. Ainsi fait et faisait notre doyenne de la peinture algérienne, Sohila Belbahar, en l'occurrence une dame d'une grande valeur dont témoignera aujourd'hui parmi nous donc Zohra Hachid Sellel, ici présente. Bonjour. Bonjour. Qui est une grande amie à cette artiste. Elle-même est artiste peintre, plasticienne, je dirais plutôt. Donc on est ravis de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup. Voilà. On va mettre de côté le parcours incroyable de Zohra Hachid Sellel. Ah, c'est pas Il est extraordinaire aussi, très riche. Donc vraiment, vous faites partie de ces pointures de l'art algérien quand même. Donc on est ravis de vous recevoir, mais c'est vrai qu'on a tendance à s'incliner quelque part, à s'effacer face à cette dame d'une grande générosité qui a donné à l'art algérien, Sohila Belbahar en l'occurrence. Oui, alors Sohila, c'est un poème. Hein. Oui, c'est un poème, c'est le poème de Blida. C'est l'art narratif des couleurs, des parfums, des souvenirs d'enfance. Voilà, Sohila, c'est ça. C'est beaucoup de choses qu'elle raconte à travers ses œuvres. Avant justement de montrer ses œuvres sur les 6 messes de Dar el-Kanz, donc la galerie qui accueille actuellement son exposition, on va parler peut-être de l'ouvrage que vous avez amené avec vous, qui a été signé par sa propre fille, Delila, n'est-ce pas? Oui, alors... Voilà, et donc dans lequel il y a eu cette, toutes ces idées, toute sa pensée donc traduite non pas seulement en peinture mais aussi par des citations, parce que c'est aussi des citations, Sohila Belbahar. C'est la vie d'un peintre qui est transposée dans ce livre. Voilà, alors édité. Ce livre a été fait pour une exposition, une rétrospective. Je crois que c'est au Musée national des Beaux-Arts, qui lui a consacré 2 expositions rétrospectives d'ailleurs de son vivant, donc c'est excellent. Donc c'est pas très courant qu'on ait droit à deux moments aussi importants dans sa carrière. Sohila, elle a une particularité, c'est que comme Baga, ce sont des femmes qui se sont construites seules, c'est des autodidactes. Donc c'est le mérite que les autodidactes ont. Même si quelquefois les académiciens de l'art sont un peu frileux devant ce genre de succès qu'elles ont. Oui. Bon, mais c'était une époque, c'était comme ça, et il y en avait peu. Il y avait peu de personnes qui pratiquaient l'art.
Mais pour parler de Souhila, alors ça c'est le catalogue que Madame Guelimi a fait pour son exposition, et elle parle, c'est elle a fait un texte. Oui. Elle a fait un texte et dans lequel elle s'exprime très bien, je trouve. Oui. Madame Souhila, elle a une chose qui est très... Elle a eu beaucoup de chance dans sa vie, je trouve. Elle le dit elle-même dans certaines interviews, j'ai eu le privilège de vivre pleinement ma passion. En tout cas, sa passion, on va la découvrir d'abord sur les tableaux qui sont exposés à Dar el 15 avant de continuer d'en parler. Toutes ces personnes présentes ici à la galerie Dar el 15 sont venues honorer une grande dame de l'art, Souhila Belbahar, une artiste humaine, pleine de vie, passionnée de son métier, une vraie battante qui continue à inspirer et à impressionner tout son entourage. Aujourd'hui, elle n'est pas présente pour des raisons de santé, mais son esprit est là, sa joie de vivre également. L'une de ses filles lui montre en live la belle ambiance qui y règne. Elle le dit, parce que moi je la vois pratiquement tous les jours, surtout pour préparer l'expo. Elle le dit que si elle n'avait pas été peinte, si elle n'avait pas peint, elle n'aurait pas vécu, elle n'aurait pas été aussi heureuse qu'elle l'a été. Souhila Belbahar, c'est au-delà du fait que ça soit ma grand-mère, c'est la grande inspiration. C'est un peu notre force au sein de la famille, c'est la personnalité très très riche qui, à chaque visite, va t'enrichir un peu plus par ses connaissances. Quand vous l'entendez parler, elle est toujours là à dire « moi je vais faire et je vais continuer et je vais vous surprendre ». Souhila Belbahar a toujours mis en valeur la femme dans toute sa splendeur à travers ses toiles comme Femme Pétale, cette collection extraordinaire qu'elle a réalisée entre 1958 et 2016 et qui fait aujourd'hui sa fierté. Des toiles qui racontent sa vie, son patrimoine, son combat, sa détermination et son sens de l'humour. Ses amis aujourd'hui sont là pour lui prouver leur reconnaissance, fidélité et fierté. On va citer d'abord la femme pétale, parce que pour elle, une femme c'est comme une fleur. C'est pour ça qu'elle l'appelait les femmes pétales. Ça c'est déjà un signe. Mais après, les femmes pétales, elles sont toutes très jolies. Après l'obtention de son certificat d'études en 1947 à Blida, elle suit des cours de coupe, couture, broderie, dessin et à 17 ans, soutenue par son père qui lui fournit du matériel et des ouvrages d'art, elle s'adonne à sa passion. Elle développe une fascination particulière pour Picasso et Delacroix. Elle expérimente différentes techniques pour exprimer son attachement à son patrimoine. En 1957, elle est allée à Paris avec son père, donc elle avait 17 ans je crois, et il l'a emmenée au Louvre parce qu'elle aimait la peinture, elle peignait et tout ça, et son père lui achetait beaucoup de livres à l'époque, de livres de peinture et tout, qu'elle dévorait, je lisais. Puis après, elle a vu de ses propres yeux, dans le Louvre, les femmes d'Alger, de Delacroix, qui est mondialement connue, Picasso, qui a fait aussi les femmes d'Alger. Donc ça lui a donné envie elle-même de refaire ses tableaux, mais à sa manière. Elle a toujours peint des choses qui représentent son Alger et son Algérie. Le premier tableau que j'ai acquis dans une exposition dans une ancienne galerie d'art, c'était Kuchawa. C'était le tableau sur Kuchawa avec plein de couleurs. Une Kuchawa revisitée par Souhila Belbahar. Durant tout son parcours, Souhila Belbahar n'a pas arrêté de chercher, d'innover, de rêver. Tous ceux qui l'ont connue parlent de son courage, de son sens de créativité qu'elle a transmis à ses proches et tous les gens qui l'ont connue. Voilà, elle nous a marqué, Souhila Belbahar, pardon. Et oui, bon, moi je parlais de Béchar parce qu'on avait en tout cas une très belle rencontre du côté de Boussaada.
Oui. Bousaada, dont le musée détient justement des œuvres de cet artiste. Donc voilà, ces œuvres font partie de l'exposition permanente de ce musée, ainsi que le musée des Beaux-Arts. Et c'était un moment extraordinaire. Et c'est vrai, ça m'a marqué, son humour, sa joie de vivre qui au quotidien. Donc vous aussi, vous avez eu ce privilège de participer à des expositions avec elle et de l'accompagner dans différents voyages aussi. Sohila était partante pour tout. Oui. Elle était toujours en pleine, toujours très décidée, quelles que soient les propositions qu'on lui faisait, bien que, attention, elle n'était pas commode non plus. Hein. C'est-à-dire qu'elle savait ce qu'elle voulait. Assez sélective, mais quand même, voilà, son exigence l'a menée à quand même très loin. Quand on voit un petit peu la liste des expositions auxquelles elle a pris part, expositions collectives, on aura du mal à les énumérer, en tout cas dans cette émission ou toute autre émission. Alors, je crois qu'il faut souligner une chose, c'est que Sohila sort d'une famille, disons presque l'aristocratie de Blida, on va dire. Son papa avait un certain niveau, une culture. Sa maman, les Abd al-Tif sont connus pour la villa Abd al-Tif. C'est la famille de sa maman. Donc on voit quand même, elle visite le Louvre très jeune. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Il va finir par partir, allez. Oui, il va filer, j'espère bien. Voilà, donc si vous voulez, elle a eu quand même, c'est pour ça que je dis qu'elle a eu de la chance dans sa vie. Elle a eu un mari qu'elle aimait beaucoup, il était beau, elle était comme ça devant lui. Elle a eu des enfants qui étaient beaux aussi, que ce soit ses filles. Je voudrais souligner aussi la présence d'une de ses filles, Dalila, qui est très présente auprès de sa maman. Vraiment, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup. Et vous l'avez rencontrée hier. Oui. Comment hier. elle va? On la salue si elle nous regarde ce matin, en tout cas. Ah, je suis sûre qu'elle est branchée là. On l'embrasse. On vous adore. Et donc, oui, donc vous l'avez rencontrée et ça va. Elle se porte bien que fatiguée. Oui, la santé, vous savez, l'âge fait son œuvre. Hein. Elle est née en 1934, donc ça lui fait quand même 88 ans. Ça fait. Bon, mais elle s'intéresse encore, elle écoute, elle est aux aguets, quoi. Elle a la télé. Malheureusement, elle est un peu isolée. Comme toutes les personnes de son âge, quoi. Oui. Voilà. Mais elle a ses rêves, elle a ses souvenirs pour lui tenir compagnie. Absolument. Voilà. Et le dernier projet qui a eu lieu la semaine dernière, donc cette exposition faite par Madame Gallini, où il y avait beaucoup d'œuvres. Enfin, beaucoup, non, elle n'en a pas exposé beaucoup. Et c'était surtout les femmes pétales qui étaient à l'honneur. Voilà, ces femmes pétales, donc, qui ont un petit peu été pétries avec toutes ces connaissances en couture, le patrimoine, ces musiciens côtoyés aux côtés de son père et de sa famille. Donc tout cela a un petit peu forgé et plutôt sculpté ces femmes pétales. Et donc elles ont un petit peu été présentes tout au long de son œuvre. Je pense que c'est lorsqu'on dit Sohila Belbahar, on pense aux femmes pétales. Tout à fait. C'est son style. Elle l'a créé, mais elle ne l'a pas découvert d'un seul coup. C'est venu progressivement. Et bon, bien qu'elle ait fait, elle a fait de l'abstrait, elle a fait du figuratif, du semi-figuratif, comme par exemple les femmes d'Alger. Elle a interprétation elle a du beaucoup tableau revisité, de Delacroix, oui. exactement, Delacroix, Picasso, beaucoup de grands peintres, Degas, les danseuses, beaucoup de grands peintres comme ça. Elle reproduisait et elle refaisait plusieurs fois. Elle reprenait le même thème. Plusieurs fois. Fait. Plusieurs, je sais pas, une dizaine de femmes d'Alger interprétées par Sohila Belbahar, si ce n'est plus. Et donc, c'est vrai qu'elles sont très gracieuses, ces femmes pétales, sous cet écrin de végétation, donc, qui sculptent un peu leur forme et leur volupté. J'aime beaucoup, moi. C'est sa poésie à elle, c'est sa façon d'écrire.
C'est comme ça qu'elle décline son œuvre. Voilà. En tout cas, dans son parcours, il y a eu comme ça des pauses où elle a créé des affiches, des timbres, mais des affiches notamment dans le cadre de l'Union nationale des femmes algériennes. Et elle n'est pas seulement doyenne de la peinture et de l'art algérien, mais elle est aussi parmi ces femmes qui ont lutté et qui ont mené un combat farouche pour l'affirmation de la pratique de l'art dans les milieux féminins. Je pense qu'elle a déjà commencé lorsqu'elle s'est mariée, parce que son mari s'est opposé à ce qu'elle devienne une femme publique, ce qu'on la voit. Sa première sa propre famille lui avait interdit de prendre sa peinture et ses crayons et ses toiles avec elle. Son père l'a beaucoup encouragée, l'a beaucoup aidée, il l'a même emmenée à Paris, visiter le Louvre. C'est comme ça qu'elle a découvert Delacroix et beaucoup d'autres peintres qu'elle ne connaissait pas. Ou qu'elle connaissait, mais c'était des connaissances livresques. Elle n'avait jamais vu des œuvres de Delacroix. Et le premier tableau qui l'a fascinée, c'était justement les femmes d'Alger. Dès qu'elle est rentrée à Alger, elle s'y est mise, elle s'y est collée, et puis voilà, elle en a fait pas mal. Hein. Alger était au cœur justement de ces thématiques développées et déployées dans les différentes œuvres, que ce soit des peintures, ou que ce soit dans ses sculptures, ou que ce soit aussi dans ses céramiques, parce qu'elle a utilisé différents supports tout au long de son parcours, mais elle était subjuguée par la beauté de la baie d'Alger, donc elle en parle à différentes instances. Et d'ailleurs, elle a un tableau qui s'intitule Alger, il pleut du jasmin sur Alger, ou voilà, dans ça, ce je crois que c'est le nom qu'elle a donné à son livre, le livre qui a été fait pour sa rétrospective au musée des Beaux-Arts. Oui, elle a peint la mosquée Ketchaoua, les baies d'Alger, mais de toute façon, elle a toujours puisé dans le patrimoine. Hein. Oui. Et il y a énormément de fraîcheur, en tout cas dans sa peinture. Il y a de la joie de vivre, il y a de la gaieté. De la joie de vivre, c'est exactement le mot. Et ça vraiment, ça reflète sa propre personnalité au quotidien. C'est ça, Sourila, c'est la joie de vivre. Elle est partante pour tout. Dès qu'il y a quelque chose à voir, très curieuse. Elle s'informe beaucoup, elle lit beaucoup. Et c'est ce qui a donné Sourila. Et il y a quand même une chose qu'il faut souligner, c'est que malgré qu'elle sorte d'une famille qui l'a aidée, mais en même temps freinée, parce qu'elle voulait montrer son travail. Et à l'époque, c'était mal vu qu'une femme devienne pour la voix, qu'on la voit en dehors de son foyer. Ça ne se faisait pas à l'époque. Blida était un milieu quand même assez fermé. C'était une femme qui a porté le haïk quand même. Pour ses cours de couture, elle a porté le haïk imposé par le papa qui lui a quand même, qui a pris le temps de lui expliquer, paraît-il, que c'était quand même une identité à préserver, mais qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Mais le port du haïk, c'était juste pour imposer cette identité à l'ère coloniale. Oui. Mais je pense qu'à l'origine de son art, c'est son papa qui a été sa canne, quoi. Son papa a été un soutien merveilleux pour elle. D'abord parce que pour une fille, l'amour du père, c'est quelque chose. Et en plus, quelqu'un qui l'aidait, je crois qu'on ne peut pas avoir mieux. Tout à fait, voilà. Tout à fait. C'est vrai que c'était le premier confident par rapport à ses penchants artistiques, celui qui l'a encouragé à les perfectionner, à les montrer quand même dans un milieu restreint, mais par la suite, lorsqu'elle a choisi quand même d'épouser la carrière, il a été quand même très encourageant, jusqu'au bout. Oui, je pense que, je vous dis, le papa a été vraiment une pièce importante dans son parcours. Voilà. Et qu'en est-il des amis? Donc je pense qu'elle s'abreuve aussi de toutes ces amitiés, ces belles amitiés. Souheila Belbahar a été l'amie de tous les artistes. Moi, je l'ai vue un peu partout, hein, toutes les expositions. Je vous dis, elle était très curieuse. Elle voulait voir tout ce qui se passait. Et elle était vraiment branchée.
Elle ne se contentait pas de peindre chez elle tranquillement. Non, non, il fallait qu'elle voie tout ce qui se passe. Et elle a toujours été présente. Moi, depuis que je la connais, elle a toujours été présente. Elle aimait bien quand même transmettre sa pensée ou son appréciation pour tel ou tel artiste qui exposait. Et c'est vrai que sa présence était quand même admirable. Les artistes, et vous faites partie de ce cercle privilégié d'amis qui l'entourent. Donc j'imagine votre bonheur quand vous la voyez arriver. Je ne sais pas, moi quand je la vois arriver, moi c'est une amie, je peux la voir quand je veux, même en dehors des expositions. Je vous dis ce que j'aime. Alors, il y a une chose qu'il faut souligner, c'est qu'elle aimait bien mettre elle aimait bien parler de son art et on l'interrogeait souvent. Quand il y avait des expositions, on lui demandait souvent son avis. Je vous dis, elle était tout le temps présente. En tout cas, ses œuvres ont aussi été, avaient une symbolique par rapport à l'enfance, puisque vraiment l'UNICEF lui a commandé quand même des œuvres liées à cette lutte pour les droits de l'enfant, et aussi de manière générale, ces femmes pétales ont aussi été prises comme modèle pour des timbres qui représentent des étapes de l'évolution du pays quand même. Alors, deux timbres émis donc à l'effigie de ces œuvres. Oui. L'UNICEF organise des concours auxquels les artistes peuvent participer. Ils sont sélectionnés. Et elle a eu la chance d'être sélectionnée pour ces femmes pétales. Et d'où une carte de l'UNICEF. Et puis, il y a eu aussi 2 timbres. Oui. Elle a fait 2 timbres. Ce qui n'est pas rien quand même. D'accord. C'était quelque chose qui marque sa carrière. Absolument, en 74 et en 79, donc 2 timbres, hommage à nos mères, et puis pour la Journée internationale de l'enfance, entre autres. Et puis voilà, l'œuvre de Souheila Abdelbahar est tellement riche, mais pour ceux qui voudraient justement la découvrir, n'hésitez pas à vous rendre à la galerie Dar el 15. Ses œuvres sont là-bas. Il y a aussi ce catalogue qui retrace un petit peu son parcours. Et puis, si vous n'arrivez pas à aller jusqu'à cette exposition, sachez que l'exposition permanente du Musée des Beaux-Arts aussi englobe en partie donc, des œuvres de l'artiste Souheila Abdelbahar. Oui, le musée des Beaux-Arts possède quelques œuvres de Souheila, donc à qui l'on souhaite un prompt rétablissement et un retour pour d'autres occasions, donc et d'autres expositions encore et encore, Inch'Allah. Souheila, Madame Sellel, donc le dernier mot vous revient. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Écoutez, moi je suis fière d'être son amie, et surtout je voudrais... J'aimerais tant que les jeunes, surtout les jeunes filles, regardent de son côté pour prendre un exemple, pour la prendre en exemple. Elle s'est battue pour son art, et c'est ça qu'il faut faire. Il faut se battre pour ses idées. Se battre pour ses idées. Oui. Sur ces belles phrases, on va se quitter. Pardon, je confonds. Non, c'est Zahra Rachid Sellel. Merci pour cette présence ce matin. Et merci à tous ceux qui sont avec nous. On vous offre tout de suite une belle transition pour retrouver une femme battante, justement. Elle se bat contre le cancer et elle a justement... elle est aussi un exemple en soi. On va la découvrir dans un instant après cette chanson de Lamia Itlamara.
Et dans le sillage, mesdames, messieurs, de la lutte anti-cancer et de cette sensibilisation donc, qui fédère tout le monde lors du mois d'octobre, donc nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce matin donc, notre dernière invitée sur ce plateau. Il s'agit de Madame Abbas Shahrazad, présidente de l'association cancéreuses chanceuses, j'allais dire, mais cancéreuses heureuses 77. Elles sont chanceuses d'être autour de cette dame battante qu'on a le plaisir de recevoir ce matin. Bonjour. Bonjour et merci de me recevoir dans votre plateau. On est ravis de vous recevoir, mais vraiment, parce que votre exemple est justement devrait être connu de tous, votre combat également. Donc vous habitez en France. Oui. Vous étiez en fait aide-soignante et vous avez... Aide-soignante avant, je suis passée de l'autre côté. Du côté des malades. Et j'ai le cancer, je combats cette maladie depuis 4 ans, depuis 2018. Et après, j'ai décidé le mois de mars, j'ai décidé de créer cette association pour transmettre mon courage et d'accepter cette maladie. Et de encourager les autres patients de dire voilà, vivant avec cette maladie, on est devenus amis avec. Voilà, et on doit vivre avec cette maladie. Voilà, votre combat comporte aussi tous ces moyens mis en œuvre pour apporter de la joie de vivre à ces malades. C'est vrai que la prise en charge médicale, c'est important, mais il y a un côté qui est parfois négligé et c'est ce côté que vous ciblez essentiellement. Côté médical, oui, c'est pas très... c'est essentiel, c'est très important. Il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Moi, personnellement, mon association, ce n'est pas que côté médical, c'est psychologique. C'est le bien-être. Voilà, c'est plus ça. Moi, en fait, dans mon association, j'essaye d'apporter, comme je vous ai dit, d'accepter la maladie. Et voilà, le côté médical, c'est un peu, quand on parle, c'est vrai que c'est très très dur, c'est un autre combat. Et voilà. Comment vous le faites? Comment vous inspirez cette volonté de vivre? Parce que vous dites et vous disiez hier, chaque jour mérite d'être vécu pleinement. Donc vous essayez, c'est un petit peu votre devise, j'ai l'impression, dans cette... En fait, cette maladie, on l'a eue à Ta'ana Rabbi Subhanahu, voilà. Et puis c'est comme un examen, hein. Et quand on a le cancer, on ne peut pas changer. Voilà, c'est cette maladie. C'est mon message de vivre avec, et surtout sensibiliser. On n'arrête pas pour le mois d'octobre. Hein. Oui. Voilà, sensibiliser parce que moi, avant, j'étais pas cancéreuse. J'étais une personne comme tout le monde et je suis devenue cancéreuse. Voilà. Alors, mon combat, c'est de sensibiliser un peu les autres parce qu'on va... il y a toujours une cancéreuse que le cancer il n'a pas déclenché, de les préparer psychologiquement. Et voilà, comme hier, enfin avant-hier, j'étais dans une association, un médecin il m'a dit comment on peut annoncer le cancer aux gens. Il n'y a pas 36 000 chemins, on doit l'annoncer malheureusement, mais le côté psychique, ça reste toujours important. Et moi, mon combat, c'est ça. C'est d'accepter la maladie. Il faut aider le patient à accepter, à appréhender positivement. Exactement. Donc, il faut annoncer, il ne faut pas mentir, de dire, voilà, partir d'être ou ne pas parler. Et surtout la discussion, de parler en famille, de ne pas cacher, de dire tout en fait pour le protocole. Après l'annonce, c'est là où on doit encourager le patient. Oui. Voilà. En tout cas, voilà, vous êtes un bout en train, vous avez rassemblé énormément de dons que vous êtes venus distribuer en Algérie au profit des enfants cancéreux essentiellement. Exactement. Et des enfants nécessiteux. Et ça s'est fait pendant le Mouloud dernier, donc c'était une très belle cérémonie. Voilà. Les artistes étaient autour de vous. Il y avait notre grand chanteur Chao, Abdelkader Chao. Et il y avait plusieurs chanteurs et j'ai essayé de rassembler le Mouloud, j'ai essayé de rassembler pas mal de jouets pour les distribuer en fait pour les enfants et j'ai été à Parnay. Ça m'a fait un grand plaisir et surtout on n'oublie pas les mamans. Oui. Qui sont avec leurs enfants. Il y avait des bébés, il y avait plein de
En fait, c'était touchant. Des fois, on oublie qu'on est nous-mêmes, on est des cancéreuses, en fait. Voilà. Oui, vous aviez été surprise d'ailleurs d'avoir été honorée par l'association Al-Barakat. Et voilà, une association palestinienne aussi qui vous a honorée à l'occasion de ce combat que vous menez. Et il y avait un jeune cancéreux à vos côtés. Ça, c'était pendant quand on a été à l'hôpital. Oui. Justement, j'ai décidé, sa maman, enfin sa grand-mère plutôt, c'était une couturière. Elle lui a fait, en fait, comme moi, mais pas cancéreuse heureuse, et un cancéreux heureux. Il a 6 ans. Il a 6 ans. On a été à Parnay. Il m'a même montré sa chambre où il faisait la chimio pendant 1 an. Oui. Il était très, très content de distribuer des jouets aux autres enfants cancéreux. Il s'est senti, il était utile pour les autres. Oui. Voilà. Ça m'a fait vraiment un grand plaisir de le voir. Mais il avait le sourire, même sa grand-mère, elle m'a dit, mais il était content toute la journée, il était heureux. En fait, mais il était un très cancéreux heureux. Voilà, comme vous il dites, était un cancéreux effectivement. Voilà. J'ai pu, voilà, c'est ça le partage et de partager avec les autres cancéreux et de dire nous on est là malgré on est cancéreux, mais on est là, on vous soutient quand même. Ça aide les autres. Et je crois que quand on est passé à Parnay, même quand ils m'ont vu, parce que moi je disais ils m'ont vu, mais les mamans, je dis moi je suis une cancéreuse, je suis condamnée malheureusement par le cancer. Et j'ai dit, on vous souhaite quand même un prompt rétablissement, bien que ce soit quand même un cancer de stade 3, mais on espère. Il faut toujours garder l'espoir, c'est ce que vous dites en tout cas à toutes ces dames, à toutes ces jeunes filles qui viennent vers vous, parce que c'est vrai que ce ne sont pas seulement des dames avancées dans l'âge, mais aussi des jeunes filles qui sont atteintes de cancer. Et vous leur avez offert une si belle occasion de se mettre en valeur, d'avoir un peu de bien-être et de se sentir très belle sur une scène. Alors, sur un mon dernier gala, je l'ai fêté à Torcy dans le 77 avec l'agglomération du 77, où j'habite. Et j'ai décidé en fait de mettre en valeur des cancéreux. D'ailleurs, j'ai fait un appel la dernière fois quand je suis passée à la télé. J'ai dit pourquoi pas en Algérie, on met pas, enfin les couturiers, il y a beaucoup de couturiers, il y a beaucoup de stylistes, pourquoi on ne met pas sur le podium la femme cancéreuse. C'est vrai qu'on n'a pas de cheveux, comme moi j'y étais, c'est ma photo. Il y a une femme avec l'ablation et tout. Pourquoi on la monte pas sur le podium pour montrer que nous aussi on est belle et on peut. C'est ce que j'ai fait. Il y avait plus âgés, plus jeunes, avec ablation et tout. Il y avait des mamans qui ont perdu leur fils, très jeunes. Et elles sont montées, elles ont défilé pour soutenir en fait les cancéreux, tous les cancéreux, de dire on est là, on est belle et on peut défiler comme tous les mannequins. Voilà, et aussi belle que des Miss, parce que vous portez avec élégance ce bandeau ou ce ruban, donc qui vraiment pour faire un petit rappel, qui rappelle un petit peu que l'association heureuse. Tout à fait, tout à fait. Telle une Miss, donc vous évoluez parmi toutes ces fleurs, donc des dames qui ont malheureusement été atteintes de cancer et qui veulent aussi montrer qu'elles peuvent aussi au quotidien avoir des moments de plaisir. Alors vous le faites de différentes manières. Vous essayez, le plaisir, le bien-être passe par le sport, passe par l'amusement, passe par le... Voilà. C'est très très important. D'ailleurs, mon but de mon association, Inch'Allah, que je vais faire une annexe ici en Algérie, c'est que le bien-être, de créer des cellules dans les hôpitaux de bien-être, et que je voulais l'appeler Club d'amitié. Et en fait, ce club d'amitié, c'est pour qu'ils passent dans les chambres pour donner en fait un peu maquiller, redonner la beauté à la femme cancéreuse, lui remonter le moral. Pourquoi pas des séances de sport, pas mal de choses, mais que distribution d'une revue, de livres, de café, de thé. C'est pour ça que ça s'appelle Club d'amitié. On va parler on va pas parler du cancer à ce moment-là quand il y aura ce passage. C'est de la vie, un petit moment de détente, qu'on oublie le cancer, entre parenthèses, on le met dans... voilà. Oui, mettre de côté, puis vivre tout simplement. Exactement. Effectivement, c'est un petit peu l'objectif. Mais bien sûr, on a toujours besoin de ce nerf de la guerre, qui est l'argent, le soutien des uns et des autres. Et c'est vrai que l'association, à ses débuts, manque cruellement de cette aide. Et vous pouvez, en tout cas, de cette tribune, lancer votre appel dans ce sens. Je ne vais pas vous mentir, jusqu'à présent, depuis le mois de mars, j'ai un sponsor qui est All Service, et je remercie le DJ Malik qui m'a beaucoup soutenu aussi avec All Service, et je suis toute seule.
à faire ce combat. Vous financez avec votre propre argent les différentes actions, mais on espère que justement que beaucoup rejoindront ce peloton. Et je remercie pour l'Octobre Rose d'ailleurs la boutique Maestro à Hedra qui m'a aidé à réaliser des cadeaux pour des cancéreuses pour l'Octobre Rose, que je le remercie vraiment. C'est la seule boutique d'ailleurs qui est venue vers moi et qui a pensé que je remercie vraiment la boutique Maestro à Hedra. En tout cas, j'espère qu'ils seront très nombreux à vous rejoindre désormais. S'ils peuvent faire comme cette boutique, voilà. Et je remercie aussi les journalistes en Algérie qui m'ont ouvert en fait, que je remercie beaucoup les journalistes qui m'ont ouvert les bras. Comme franchement, j'ai un accueil chaleureux que je ne m'attendais pas. Comme Madame Shahinaz Bega, comme Yasmine Djenhaoui et l'association El Baraka. Franchement, un accueil très très chaleureux que je les remercie, vous madame aussi. Hein. On est ravis, on est honorés. Madame Lely aussi. Vous êtes un exemple pour nous et pour toutes celles qui nous suivent ce matin et qui ne connaissent pas votre combat. Et voilà, on a découvert aujourd'hui, grâce à vous, donc l'association Cancéreuse Heureuse. Voilà, c'est la chance qui reste, qui perdure, là, parce qu'on a eu une collègue qui nous a parlé de chance ce matin. Mais vous avez raison, parce que moi, peut-être je vais choquer des personnes, mais moi, j'ai dit, j'ai de la chance d'avoir ce cancer, il a changé ma vie en bien. Mais vraiment, ça a changé avant le cancer, je vivais, mais... je crois qu'en mal, pas en bien. Installée en routine. Voilà, en routine, j'étais aide-soignante, j'avais pas de vie. Et avec mon cancer, ça m'a permis de vivre mieux. Et du coup, je remercie le cancer aussi. Oh non, mais... je vais dire merci parce que je vis mieux. Et ça m'a permis de créer cette association. Peut-être avant, je n'aurais pas l'occasion d'aider les autres. Et grâce au cancer, j'ai ouvert les yeux et ça m'a permis d'aider les autres aussi et de voir les autres comment ils vivent. Et j'ai pu apporter de la joie pour les autres et c'est Parmi les combats de l'association aussi, inviter les mutuelles à mieux prendre en charge certains aspects de au bien-être féminin. Franchement, c'est un appel que je peux faire ici en Algérie. Si la mutuelle elle peut prendre en charge ou la sécurité sociale, en moins en fait les prothèses capillaires et les prothèses mammaires, si elles peuvent prendre ça en charge, c'est la beauté de la femme. Et en moins une fois dans l'année, c'est important que la femme elle retrouve sa confiance et elle peut combattre le cancer mais vraiment bien. Absolument. On espère justement que tous ces frais soient remboursés ou pris en charge par la sécurité sociale, à l'instar aussi de ces mammographies qui sont coûteuses. Et la mammographie aussi, c'est très important, même si on n'est pas cancéreuse. Parce que, attention, le cancer, moi, autant qu'association, j'ai des cancéreuses, surtout cette année, c'est des jeunes filles de 20 ans et 21 ans. Il y en a beaucoup. Et moi, quand j'étais, je suis en chimio, en médicaments. Avant, j'étais en perfusion. Quand je partais faire on était la tranche d'âge en 35 ans et 45 ans. On n'avait pas la cinquantaine. On était jusqu'à présent. On est touché les cancéreuses, cancer du sein. Et là, c'est descendu jusqu'à 20 ans cette année. Alors, j'essaie de faire un appel, de dire aux femmes d'aller faire la mammographie chaque 2 ans. On n'attend pas à 50 ans, ça, c'est pas vrai. C'est mon combat aussi. De dire, c'est pas à 50 ans qu'on doit aller à la mammographie. C'est une erreur, une grave erreur, ça. C'est pour ça se propage maintenant le cancer très très jeune et on ne se rend pas compte. Voilà. En tout cas, merci pour cet appel. On a été ravis de vous recevoir à Abbès Shahrazad, donc présidente de l'association Cancéreuse Heureuse 77. On a été ravis de vous recevoir ce matin. C'était juste, entre parenthèses, j'ai oublié le Mouloud, il y avait Abdelkader Chaou, il y avait des grands chanteurs, des grands maîtres, et Boualem Chaker, et que je félicite aussi sa femme. Absolument. Sabeha Chaker, qu'elle va en fait faire un jumelage avec mon association. L'association, c'est une bonne volonté, que je vais adopter en fait, mon association, elle va adopter son association, elle est l'ambassadrice de cette association que je salue chaleureusement.
Oui, elle est ambassadrice des bonnes volontés et on la salue également, elle qui a mené aussi le même combat que vous. Exactement, et voilà, une ancienne c'est un exemple. C'est un exemple. Mon association, elle va adopter son association et on va faire beaucoup de choses, Inch'Allah, en Algérie. Pour semer la joie et la bonne humeur. Voilà. Au sein de cette frange de société qui est quand même très fragilisée par la maladie. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Je vous souhaite de passer une agréable fin de journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Dès demain, vous retrouverez Smaïl Belkaidia pour le meilleur de l'actualité en matinée. Passez d'excellents moments en famille ou entre amis ou tout court, même si vous êtes seul. Profitez de cette belle journée et à très vite.